Peut-être que je n'ai pas besoin d'elle, si bas qu'elle n'était pas sur qui l'ait entendu. Il se figea, la bière à mi-chemin de ses lèvres. Qu'est-ce que tu as dit? Elle croisa son regard, ses yeux bruns stables malgré la tempête intérieure. J'ai dit peut-être que je n'ai pas besoin de toi. Le rire de Brian était froid. Bonne chance avec ça. Tu n'es rien sans moi. Il claqua la bière et sortit en trombe, la porte claquant dans son cadre. Zuri resta assise là, la pluie plus forte maintenant, son carnet ouvert sur la page déchirée. Elle traça le mot qu'elle avait écrit. Astérisque, elle n'a jamais été faible, elle attendait astérisque, une larme tomba, brouillant l'encre, mais elle reprit son stylo et continua d'écrire. Le lendemain soir, Zuri était assise en tailleur sur son lit, son ordinateur portable brillant d'un chapitre inachevé. L'appartement était trop calme sans la présence de Brian, mais le silence ressemblait à une ecchymose, douloureuse mais familière. Elle avait passé la journée à rejouer ces mots, chacun une écharpe dans sa confiance. Tu n'es rien sans moi. Elle détestait qu'une partie d'elle le croie. Son téléphone vibra, et elle sursauta. C'était un texto de Toké, sa meilleure amie depuis le lycée. Meuf, t'es où? Brian fait l'imbécile au spot. L'estomac de Zuri se noie. Le spot était leur bar habituel, un bouge-bouge éclairé au néon où Brian tenait salon avec ses amis. Elle ne voulait pas y aller, mais elle avait besoin de réponses. Elle enfila un sweat à capuche, attrapa son parapluie et sortit dans la nuit humide. Le bar était bondé, l'air épais de sueur et d'afrobéa. Zuri repéra Brian à une table d'angle, le bras autour d'une bouteille de Guinness, ses amis riant comme des hyènes. Elle s'attarda près du jukebox, à moitié caché, le cœur battant. Puis elle entendit son nom, craché comme une malédiction. Zuri? Mec, c'est un poids mort, dit Brian, sa voix pâteuse mais vive. Toujours à griffonner dans ce stupide carnet comme si elle était Tolkien ou je ne sais quoi. C'est moi qui la porte à bout de bras, frérot. Elle ne serait nulle part sans moi. Zuri? Son ami, un gars avec une chaîne en or, gloussa. Pourquoi t'es encore avec elle alors? Brian se pencha en arrière, souriant. Elle est mignonne quand elle est silencieuse. Mais crois-moi, je me barre bientôt. J'ai besoin d'une vraie femme, pas d'une aspirante écrivaine. La gorge de Zuri la brûla. Elle voulait crier, lui jeter un verre au visage, mais ses pieds ne voulaient pas bouger. Au lieu de cela, elle sortit discrètement, la pluie trempant son sweat à capuche alors qu'elle rentrait chez elle. Chaque pas semblait plus lourd, mais quelque chose changea en elle, une étincelle, petite mais féroce. De retour dans l'appartement, elle ne pleura pas. Elle prépara un sac à dos avec son ordinateur portable, son carnet et quelques vêtements. Elle laissa sa clé sur le comptoir, à côté de la page froissée que Brian avait arrachée. Dessus, elle écrivit une seule phrase. Astérisque, je ne suis pas rien. Astérisque, elle marcha dans la nuit, son parapluie oublié, la pluie emportant les dernières traces de son emprise sur elle. L'appartement de Toké était un sanctuaire chaotique, des étagères remplies de mangas, des guirlandes lumineuses tendues au plafond, et un canapé qui sentait légèrement l'encens. Zuri se tenait dans l'embrasure de la porte, trempée, son sac à dos sur une épaule. Zuri, qu'est-ce qui se passe? Toké, avec ses pommettes saillantes et son énergie plus vive que la vie, la fit entrer. On dirait que tu viens de t'échapper d'un thriller de Nollywood. Zuri réussit à esquisser un faible sourire. Je peux squatter ici? Juste pour un petit moment. Les yeux de Toké se plissèrent, la lisant comme un livre ouvert. C'est à propos de Brian? Qu'est-ce que cet idiot a encore fait? Autour de tasses fumantes de Milo, Zuri raconta tout. La moquerie de Brian, sa trahison au bar, sa décision de partir. Toké écouta, son sarcasme habituel remplacé par une fureur tranquille. Il t'a traité de poids mort? Toké claqua sa tasse. Zuri, tu es une putain de supernova, et lui, c'est une allumette consumée. Tu n'as pas besoin de lui. Zuri fixa sa tasse, sa voix petite. Et s'il avait raison? Et si mon écriture n'était que, une perte de temps? Toké se pencha en avant, sa tresse se balançant. Écoute-moi. J'ai lu ton premier jet l'année dernière, tu te souviens? Cette scène où la fille combat la bête d'ombre avec sa propre lumière? J'ai pleuré, Zuri. De vraies larmes. Tu as de la magie dans ces pages.
Brian a juste peur parce qu'il sait que tu es plus grande que lui. Les yeux de Zuri la piquèrent, mais les mots de Tokay furent une bouée de sauvetage. Je ne sais même pas par où commencer, admit-elle. J'ai la moitié d'un roman et aucun plan. Tokay sourit, sortant son ordinateur portable. Commence par ici. Finis astérisque feu sous le clair de lune astérisque. Squatte sur mon canapé aussi longtemps que tu en auras besoin. Mais tu n'abandonnes pas sous ma surveillance. Cette nuit-là, Zuri était allongée sur le canapé, le bourdonnement de la ville filtrant par la fenêtre. Elle ouvrit son carnet, la page déchirée toujours à l'intérieur, et écrivit. Elle laissa l'obscurité derrière elle, n'emportant que sa lumière astérisque pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'elle pouvait respirer. Les journées de Zuri se confondirent en un labeur de survie et de création. Elle décrocha un poste de nuit au restaurant de Mamaji, un établissement ouvert 24h24 où camionneurs et insomniaques échangeaient des histoires autour d'assiettes grasses de riz jollof. Le salaire suffisait à peine pour participer au loyer de Tokay, mais le travail lui donnait quelque chose que Brian ne lui avait jamais donné, du temps pour écrire. À 3 heures du matin, quand le restaurant était calme, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur, Zuri se perchait sur un tabouret derrière le comptoir, son carnet ouvert. Les néons bourdonnaient, projetant des ombres sur ses pages alors qu'elle écrivait sur son héroïne, Aya, qui apprenait à manier le feu stellaire contre un monde qui doutait d'elle. Chaque mot ressemblait à une rébellion contre la voix de Brian dans sa tête. Un soir, un habitué nommé Femi, un camionneur dégingandé avec un sourire édenté, se pencha sur le comptoir. « Tu écris tout le temps, Zuri. De quoi parle l'histoire ?» Elle hésita, habituée à cacher son travail. Mais les yeux de Femi étaient gentils, alors elle dit, c'est l'histoire d'une fille à qui on dit qu'elle est faible, mais qui trouve le pouvoir en elle. Elle combat des monstres, les vrais et ceux que les gens portent en eux. Femi siffla. Ça a l'air profond. Tu vas le publier? Je veux bien, dit Zuri, la voix étranglée. Mais c'est difficile. Personne ne lit de la fantaisie d'une inconnue de la gosse. Femi secoua la tête en sirotant son café. Personne n'est une inconnue pour toujours. Le gamin de mon cousin a commencé à faire des rythmes sur son téléphone, et maintenant il a un contrat à Abuja. Continue, Zuri. Quelqu'un va voir ta lumière. Ces mots lui restèrent en tête, l'alimentant pendant les longues nuits. Elle écrivait pendant ses pauses, sur des serviettes en papier quand son carnet était plein, même dans sa tête en nettoyant les tables. Astérisque feu sous le clair de lune astérisque grandit, chapitre par chapitre, jusqu'à ce qu'une nuit, elle tape la dernière ligne. Astérisque et Aya se tint debout, non pas seule, mais embrassée par les étoiles qu'elle avait revendiquées. Astérisque Zuri fixa l'écran, le cœur battant. Le restaurant était vide, l'horloge approchant de 4 heures du matin. Elle n'était pas sûre que l'histoire soit bonne, mais c'était la sienne. Et pour l'instant, c'était suffisant. Les néons du restaurant de Mamaji bourdonnaient comme un essaim d'abeilles fatiguées, jetant une lueur stérile sur Zuri assise au comptoir pendant sa pause. Son ordinateur portable, une antiquité d'occasion avec une charnière fissurée, vrombissait doucement, son écran affichant un email qui ressemblait à un coup de poing dans le ventre. Astérisque merci d'avoir soumis au feu sous le clair de lune. Malheureusement, il ne correspond pas à nos besoins éditoriaux actuels. Astérisque c'était le 28e rejet en 2 mois, chacun une écharpe dans sa confiance fragile. Les tresses de Zuri étaient rentrées dans un chignon lâche, et son tablier de serveuse sentait l'igname frite et le désespoir. Elle fixa l'email, ses doigts planant au-dessus du clavier, ne sachant si elle devait crier ou pleurer. Le restaurant était calme, à l'exception du tintement de la cuillère d'un client solitaire contre une tasse de thé. Zuri parcourut sa boîte de réception, un cimetière de refus polis, astérisque trop de niche pour notre public astérisque manque d'attrait commercial astérisque envisageait de le réviser pour un marché plus large astérisque. Elle avait mis son âme dans astérisque feu sous le clair de lune astérisque, un roman de fantaisie sur Aya, une fille qui maniait la lumière des étoiles pour combattre des bêtes d'ombre dans un monde qui doutait d'elle. C'était aussi l'histoire de Zuri, en quelque sorte, son combat contre les voix, comme celle de Brian, qui qualifiait ses rêves de stupides. La cloche au-dessus de la porte tinta, et une femme âgée entra d'un pas traînant, ses cheveux argentés rassemblés en un chignon soigné. Elle portait une robe en pagne en carats délavés et un cartable en cuir qui semblait plus vieux que Zuri. La femme s'installa au comptoir, ses yeux vifs malgré les rides qui les entouraient. « Un thé, s'il vous plaît, dit-elle, sa voix chaude mais ferme.
Et une tranche de ce 4/4, s'il est frais. Zuri se força à sourire en versant le thé. Le gâteau est frais de ce matin, madame. Elle lui fit glisser l'assiette, jetant un coup d'œil à son ordinateur portable. L'email de rejet la fixait, impassible. La femme, dont Zuri apprit plus tard que le badge indiquait le Madame Dada, remarqua l'écran. Mauvaise nouvelle, demanda-t-elle, son ton doux mais interrogateur. Zuri hésita, puis soupira. Juste un autre éditeur qui dit non à mon livre. Je commence à penser qu'ils ont raison, peut-être qu'il n'est pas assez bon. Madame Dada sirota son thé, son regard fixe. Puis-je vous demander de quoi il s'agit? L'instinct de Zuri était d'esquiver, elle avait appris à protéger son histoire des moqueries de Brian, mais quelque chose dans les yeux de Madame Dada semblait sûr. C'est un roman de fantaisie, dit-elle. Sur une fille nommée Aya qui trouve le pouvoir en elle, même quand tout le monde dit qu'elle n'est rien. Il y a de la magie, des monstres et de l'espoir, je suppose. Les lèvres de Madame Dada se courbèrent en un petit sourire. On dirait une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Puis-je la lire? Zuri cligna des yeux, prise au dépourvu. Il n'est pas publié. Et je ne sais pas s'il est bon. Le bon est surévalué, dit Madame Dada, coupant un morceau de gâteau avec précision. La vérité est ce qui compte. Si c'est votre vérité, elle mérite d'être partagée. Envoyez-la moi par email. Elle fit glisser une carte de visite sur le comptoir, son nom imprimé en élégante écriture, astérisque à Duni Dada, éditrice, retraitée astérisque. Zuri fixa la carte, le cœur battant. Pourquoi voudriez-vous le lire? Vous ne me connaissez même pas, les yeux de Madame Dada pétillèrent. J'ai passé 40 ans à trouver des histoires qui comptent. Je peux repérer un compteur à 1 kilomètre. Vous avez cette étincelle, ma fille. Ne laissez pas quelques emails l'éteindre. Zuri serra la carte, une lueur d'espoir s'allumant dans sa poitrine. Cette nuit-là, après son service, elle s'assit sur le canapé de Tokay et envoya le manuscrit à Madame Dada, son doigt tremblant au-dessus du bouton d'envoi. Et si elle déteste, astérisque pensa-t-elle. Mais alors que l'email s'envolait, elle se sentit plus légère, comme si elle avait libéré une partie d'elle-même dans le monde. Une semaine plus tard, le téléphone de Zuri vibra pendant sa pause déjeuner au restaurant. Elle nettoyait les tables, l'esprit embrouillé par les pensées du prochain chapitre d'Aya, quand elle vit l'email de Madame Dada, astérisque rendez-vous au restaurant demain, 14 h. Apportez votre carnet, astérisque l'estomac de Zuri se retourna. Elle n'avait pas eu de nouvelles depuis l'envoi du manuscrit, et le silence l'avait rongée. Était-ce un rejet poli en personne? Le lendemain, Madame Dada arriva ponctuellement, son cartable débordant de papier. Zuri, toujours en tablier, se glissa dans la banquette en face d'elle, serrant son carnet comme un bouclier. Le restaurant sentait le ragoût et l'anticipation. Alors, demanda Zuri, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Qu'en avez-vous pensé? Madame Dada sortit une copie imprimée de astérisque feu sous le clair de lune astérisque, ses pages marquées d'encre rouge. Le cœur de Zuri se serra. Le rouge signifiait des corrections, signifiait un échec. Mais le sourire de Madame Dada était chaleureux. Ceci, dit-elle en tapotant le manuscrit, est brut, désordonné et absolument vivant. Vous avez un don, Zuri. L'histoire d'Aya. Ce n'est pas seulement de la fantaisie. C'est vous. La gorge de Zuri se serra. Mais les éditeurs. Oubliez les éditeurs, interrompit Madame Dada, sa voix vive. Ce sont des gardiens du temple, pas des dieux. Votre histoire a besoin de travail, de rythme, de dialogue, d'un point culminant plus serré, mais elle a des os. Des os solides. Je veux vous aider à la peaufiner. Les yeux de Zuri s'écarquillèrent. Vous êtes éditrice? J'étais, corrigea Madame Dada en se penchant en arrière. 40 ans dans des maisons d'édition à Lagos et à Londres. J'ai pris ma retraite l'année dernière. Mais des histoires comme la vôtre? Elle ne me laisse pas en repos. Elle fit glisser le manuscrit sur la table. Jetez un coup d'œil. Zuri feuilleta les pages, le cœur battant. Les notes de Madame Dada étaient partout, des suggestions pour approfondir les motivations d'Aya, affiner la prose, augmenter les enjeux. Mais elles n'étaient pas cruelles. Elles étaient précises, comme un sculpteur ciselant l'excès de pierre. Vous pensez vraiment que ça vaut la peine d'être corrigé? Demanda Zuri.
Madame Dada se pencha en avant, son regard féroce. Je ne perds pas de temps avec les causes perdues. Vous n'écrivez pas seulement un livre, Zuri. Vous construisez un monde. Maintenant, êtes-vous prête à vous battre pour lui? Zuri hocha la tête, un feu s'allumant dans sa poitrine. Oui. Je le suis. Elles passèrent l'heure suivante à disséquer le manuscrit. Les questions de Madame Dada étaient implacables. Pourquoi Aya hésite-t-elle ici? Que représente vraiment la bête d'ombre pour elle? Zuri se retrouva à creuser plus profondément, déterrant des vérités qu'elle n'avait pas réalisé avoir enfouies. La peur d'Aya n'était pas seulement celle des monstres, c'était celle d'être vue, de prouver qu'elle était suffisante. En partant, Madame Dada tendit un carnet à Zuri. Écrivez les révisions ici. On se voit la semaine prochaine. Et Zuri. N'arrêtez pas, cette nuit-là, Zuri resta debout jusqu'à l'aube, réécrivant le premier chapitre d'Aya. Chaque mot ressemblait à un défi à la voix de Brian, au rejet, à ses propres doutes. Elle n'écrivait plus seulement. Elle se battait. 3 mois plus tard, Zuri était assise en tailleur sur le canapé de Toké, son ordinateur portable sur les genoux. La version révisée de Astérisque Feu sous le clair de lune astérisque était terminée, peaufinée sous la direction de Madame Dada. Mais les éditeurs n'avaient pas bougé, 5 rejets de plus, chacun un couteau poli. Les économies de Zuri diminuaient, et les gardes de nuit au restaurant l'épuisaient. Elle se sentait comme Aya, debout au bord d'une falaise, fixant un abîme de doute. Toké fit irruption dans la pièce, sa tresse se balançant, un bol de pop-corn à la main. Tu broies encore du noir à cause de ces emails? Zuri, ton livre est une bombe. Au diable les costumes cravates. Zuri soupira en se frottant les yeux. Ce n'est pas si simple. Personne ne va le publier. Peut-être que Brian avait raison. Peut-être que je perds mon temps. Toké s'assit à côté d'elle, renversant du pop-corn. Brian? Ce loser? Il est probablement en train de pleurer dans sa bière en ce moment. Tu es Zuri au quoi, et tu n'as pas besoin qu'un éditeur poussiéreux te dise ce que tu vaux. Elle attrapa l'ordinateur portable de Zuri, ses doigts volant sur le clavier. Tu as déjà entendu parler de l'autopublication? Zuri fronça les sourcils. Genre, en ligne? N'est-ce pas pour, je ne sais pas, les amateurs? Toké leva les yeux au ciel. Les amateurs qui se font un paquet de fric? Regarde ça. Elle ouvrit un site appelé LeShelf, une plateforme où les auteurs indépendants téléchargeaient des e-books. Tu mets ton livre ici, tu fixes un prix, et boum, les lecteurs te trouvent. Pas de gardien du temple. Zuri se mordit la lèvre, le doute luttant contre l'espoir. Et si personne ne l'achète? Alors tu essaies encore, dit Toké, sa voix féroce. Mais tu n'abandonnes pas. Allez, Zuri. Aya ne reculerait pas devant une bête d'ombre. Tu vas reculer devant un site web? Zuri rit. Le son était tremblant mais réel. D'accord. Faisons-le. Elles passèrent la nuit à formater le manuscrit, à concevoir une couverture simple, une silhouette d'Aya sur un ciel étoilé. Toké, une passionnée de graphisme, ajouta un effet lumineux qui fit battre le cœur de Zuri. À 2 heures du matin, sous les acclamations de Toké, Zuri appuya sur Republier. Feu sous le clair de lune astérisque était en ligne, au prix de 2,99 $. Elle fixa l'écran, l'estomac noué. Et maintenant? Maintenant, on attend, dit Toké en souriant. Et peut-être qu'on spamme un peu Twitter. Pendant 10 jours, rien ne se passa. 0 vente. Zuri vérifiait LeShelf obsessionnellement, son espoir s'amenuisant à chaque rafraîchissement. Elle nettoyait les tables au restaurant quand Toké fit irruption, agitant son téléphone. Zuri. Vérifie tes emails. Maintenant. Zuri chercha son téléphone, les mains tremblantes. Un email de LeShelf. Félicitations. Votre livre a 50 téléchargements. Astérisque 50, ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. Puis Toké lui mit son téléphone sous le nez, montrant une vidéo TikTok. Une créatrice nommée @bookbeneja faisait l'éloge de Astérisque Feu sous le clair de lune astérisque, lisant un passage à voix haute à ses 200 000 abonnés. Astérisque, ce livre est une tuerie. Aya m'a bouleversé. Astérisque, la mâchoire de Zuri tomba. C'est réel? Toké rit, la prenant dans ses bras.
Meuf, tu deviens virale. Le lendemain matin, Zuri se réveilla avec son téléphone qui bourdonnait comme un nid de frelons. Elle cligna des yeux devant l'écran, les yeux embrumés, et vit les notifications affluer, alerte Lichelf, mention Twitter, email de lecteur. Feu sous le clair de lune astérisque était monté en flèche au numéro 1 de la catégorie fantasy du jour au lendemain, avec 100 000 téléchargements et plus. Les mains de Zuri tremblaient en ouvrant le tableau de bord de Lichelf, $20 000 de vente. Elle fixa le chiffre, le souffle coupé. Toké, déjà réveillé, dansait dans l'appartement en mettant du Burna Boy à fond. Zuri, tu es une star. Regarde Twitter. Hashtag feu sous le clair de lune est en tendance. Zuri fit défiler le hashtag, le cœur battant. Les lecteurs postaient des fans Ardaya, citaient des répliques, suppliaient pour une suite. Un tweet de @bookbeneja disait, astérisque, les gars, ce livre est tout. Zuri au quoi? Où te cachais-tu? Astérisque les yeux de Zuri la piquèrent de larmes. Ces étrangers la voyaient, aimaient son histoire, croyaient en Aya comme elle. Au restaurant, ses collègues se pressèrent autour d'elle, demandant des détails. Femi, le camionneur, sourit. Je t'avais dit que quelqu'un verrait ta lumière, Zuri. C'est pour quand le film? Zuri rit en s'essuyant les yeux. Doucement, F. Amy. Cet après-midi-là, elle rencontra Madame Dada au restaurant. La femme âgée se glissa dans la banquette, son cartable plus léger cette fois. Eh bien, regardez-vous, dit-elle, son sourire fier. Un best-seller en 10 jours. Comment ça fait? Zuri secoua la tête, encore étourdi. Comme un rêve. J'attends toujours de me réveiller. Madame Dada se pencha en avant, sa voix sérieuse. Ce n'est pas un rêve, Zuri. C'est ton début. C'est ton début. Mais le succès est une bête, plus affamée que n'importe quelle ombre dans ton livre. Es-tu prête pour la suite? Zuri hocha la tête, la mâchoire serrée. Je suis prête. Alors que Madame Dada partait, le téléphone de Zuri bipa avec un nouvel email. Son cœur s'arrêta quand elle vit l'expéditeur. Brian. L'objet disait, astérisque, félicitations, on peut parler? Astérisque elle le fixa. Son triomphe soudainement assombrit. Brian, qui l'avait traité de rien, voulait revenir. Elle supprima l'email sans l'ouvrir, ses doigts stables. Aya ne regarderait pas en arrière. Elle non plus. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux dépareillés de l'appartement de Toké, jetant des traînées dorées sur l'ordinateur portable de Zuri. Elle était assise en tailleur sur le canapé, ses tresses rentrées dans un foulard coloré, parcourant Twitter. Astérisque feu sous le clair de lune astérisque était toujours en tendance, avec hashtag Aya le feu stellaire en tête des classements du Nigeria. Le fan inondait ses mentions, des croquis d'Aya maniant la lumière des étoiles, des citations du livre dans des montages néons. Le cœur de Zuri se gonfla. Ces étrangers aimaient son monde autant qu'elle. Mais l'euphorie était fragile, une bulle de savon sur le point d'éclater. Son téléphone bipa avec un nouveau message, et son estomac se noua quand elle vit l'expéditeur. Brian. L'aperçu disait, astérisque, Yo Zuri, j'ai vu que tu cartonnais. On peut se voir? Astérisque ses doigts se figèrent. Brian, qui avait déchiré son carnet, l'avait traité de poids mort, et s'était moqué de ses rêves, voulait maintenant se voir? L'audace lui retourna l'estomac. Toké, affalé sur le sol avec un bol de chin-chin, remarqua l'expression de Zuri. C'est quoi cette tête? Encore un éditeur qui supplie pour ta suite. Zuri secoua la tête, sa voix tendue. C'est Brian. Il m'a envoyé un texto. Toké se redressa, ses yeux se plissant. Brian? Monsieur, tu n'es rien sans moi. Qu'est-ce que cette sangsue veut? Zuri lui tendit le téléphone, et Toké lut le message à voix haute, son ton dégoulinant de dégoût. On peut se voir? Oh non, mais alors non. Il renifle parce que tu es célèbre maintenant. Je parie qu'il est fauché et qu'il a besoin d'un service. La mâchoire de Zuri se serra. Je ne vais pas répondre. Il n'a pas le droit de revenir comme une fleur. Toké sourit, lui rendant le téléphone. C'est ma fille. Bloque-le et continue de briller. Tu es trop grande pour ces bêtises. Mais alors que Zuri essayait de se concentrer sur sa suite,
le message de Brian persistait comme une mauvaise odeur. Elle ouvrit Twitter, espérant le noyer sous l'amour des fans, pour ne trouver qu'une nouvelle notification. Un message direct d'un ami commun, Shidi. Astérisque, yo, Zuri. Brian a parlé de toi au spot. Il dit qu'il est fier de toi. Ambiance bizarre, cependant. Astérisque, l'estomac de Zuri se tordit. Fier? Brian ne connaissait pas le sens de ce mot. Elle ferma son ordinateur portable, l'esprit en ébullition. Complotait-il, ou était-il juste désespéré d'attirer l'attention? Quoi qu'il en soit, elle n'était plus la même Zuri dont il s'était moqué. Elle ouvrit son carnet, canalisant sa colère dans la prochaine bataille d'Aya, une confrontation avec un traître qu'il avait sous-estimé. Les mots coulaient comme du feu. Ce soir-là, elle rencontra Madame Dada au restaurant de Mamaji pour leur bilan hebdomadaire. La femme âgée se glissa dans la banquette, sa robe en pagne en cara vibrante sur le vinyle délavé. « Tu as l'air troublé, » dit Madame Dada, ses yeux vifs ne manquant rien. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Zuri hésita, puis raconta tout. Le message de Brian, l'avertissement de Shidi, sa peur d'être entraînée à nouveau dans son orbite. Madame Dada écouta en sirotant son thé, son expression illisible. « C'est une ombre, » dit finalement Madame Dada. Les ombres s'accrochent à la lumière parce qu'elles n'en ont pas. Tu brilles, Zuri. Il veut te voler ça. Ne le laisse pas faire. Zuri hocha la tête, sa détermination se renforçant. Je ne le ferai pas. Mais et s'il laissait quelque chose? Il n'est pas vraiment subtil. Le sourire de Madame Dada était d'acier. Alors tu brilleras plus fort. Écris ta suite. Construis ton empire. Les hommes comme lui s'effondrent quand ils te voient t'envoler. Zuri quitta le restaurant avec un feu dans la poitrine. Brian pouvait envoyer tous les textos qu'il voulait. Elle avait fini de jouer petit. 2 jours plus tard, Zuri nettoyait les tables au restaurant quand Toké fit irruption, son téléphone serré comme une grenade. Zuri, il faut que tu vois ça. Maintenant. Le cœur de Zuri se serra au ton de Toké. Elle la suivit jusqu'à une banquette d'angle, où Toké lui mit le téléphone sous le nez. C'était une vidéo Twitter, postée par le compte de Brian, déjà à 10 000 vues. Les images granuleuses montraient Zuri il y a un an, assise sur le canapé de leur ancien appartement, lisant à voix haute un brouillon de astérisque feu sous le clair de lune astérisque. La voix de Brian, pâteuse et moqueuse, narrait, astérisque, regardez le roman épique de Zuri. Elle se prend pour Tolkien. Mignon, non? Astérisque, les rires de ses amis remplissaient l'arrière-plan alors que la voix de Zuri vacillait à l'écran, son visage se crispant. Les genoux de Zuri fléchirent. Elle s'agrippa à la table, le souffle court. Il m'a enregistré. Et il l'a posté. Le visage de Toké était foudroyant. Il essaie de t'humilier. La légende dit, juste pour rappeler aux gens qui est vraiment Zuri. Quel serpent. La vision de Zuri se brouilla de larmes, mais la rage brûlait plus fort. Ce moment avait été privé, une vulnérabilité qu'elle avait partagée avec quelqu'un en qui elle avait confiance. Maintenant, c'était une munition, une arme pour ternir sa lumière. Elle ouvrit Twitter, les doigts tremblants, et vit les réponses affluer. Mais elle n'était pas ce que Brian attendait. Astérisque, c'est dégoûtant. Zuri est une reine, et toi, tu exposes ta propre mesquinerie. Astérisque, mec, tu t'es moqué de son rêve, et maintenant c'est un best-seller. Assieds-toi. Hashtag Team Zuri. Astérisque, continue de briller, serette. Ce type est un loser. Astérisque, la réaction fut rapide et brutale. Les abonnés de Brian se désabonnèrent en masse, ses mentions inondaient de même le surnommant « Brian le rageux ». Une influenceuse littéraire populaire, @lidvibesng, tweeta, Zuri Okwa a transformé la douleur en pouvoir. Cette vidéo prouve juste à quel point son ex est petit. Achetez #feu sous le clair de lune pour soutenir un vrai talent. Les ventes grimpèrent à nouveau. Toké exulta, faisant défiler le chaos. Zuri, il le dévore tout cru. C'est le karma en 4K. Zuri réussit un rire tremblant, mais sa poitrine lui faisait encore mal. Je n'arrive juste pas. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Je pensais qu'il me laisserait au moins tranquille. Toké lui serra l'épaule. Il est désespéré.
tu es au sommet, et lui, il racle les fonds. Laisse Internet s'occuper de lui. Cette nuit-là, Zuri s'assit avec Madame Dada au restaurant, la vidéo tournant toujours en boucle dans son esprit. Elle la montra à son mentor, se préparant à la pitié. Au lieu de cela, les yeux de Madame Dada s'embrasèrent. Ceci, dit-elle en pointant le téléphone de Zuri, est la preuve que tu es une menace. Il ne se moque pas de toi. Il a peur de toi. Zuri fronça les sourcils. Peur? Il est juste méchant. Madame Dada secoua la tête. Les hommes comme lui n'attaquent que s'ils se sentent petits. Tu construis quelque chose de réel, Zuri. Il essaie de le démolir parce qu'il sait qu'il ne peut pas t'atteindre. Alors, que fais-tu? Zuri se redressa, sa voix ferme. Je continue d'écrire. Je finis la suite. Le sourire de Madame Dada était fier. Exactement. Laisse son bruit s'estomper. Ton histoire est plus forte. Zuri rentra chez elle et écrivit jusqu'à l'aube, versant sa douleur dans le triomphe d'Aya sur un traître. La vidéo de Brian s'était retournée contre lui, mais elle avait laissé une cicatrice. Elle ne se battait plus seulement pour son rêve, elle se battait pour lui prouver qu'il avait tort, pour toujours. 6 semaines plus tard, Zuri se tenait dans le salon exigu de Tokay, son ordinateur portable ouvert sur la page de téléchargement de l'eShelf. La suite, l'ascension du feu stellaire était prête. Peaufinée à la perfection avec les notes de Madame Dada. Le nouveau voyage d'Aya était plus audacieux, plus féroce, un miroir de la propre croissance de Zuri. Mais le doute la rongeait. Pourrait-elle égaler la magie de feu sous le clair de lune ? Et si les fans détestaient? Madame Dada se pencha en avant, sa voix comme de l'acier enveloppé de velours. Il n'est pas ton histoire, Zuri. Il n'est qu'une note de bas de page. Les hommes comme lui réécrivent l'histoire pour se faire passer pour le héros. Ne le laisse pas s'approcher de tes pages. La poitrine de Zuri se serra. Devrais-je répondre? Lui dire de me laisser tranquille? Madame Dada secoua la tête. Le silence est ton pouvoir. Il crie dans le vide. Tu construis un empire. Concentre-toi là-dessus. À quoi ressemble le 3e livre? Zuri sourit, reconnaissante du changement de sujet. Il est énorme. Aya affronte son passé, confronte les gens qui ont douté d'elle. C'est personnel. Le sourire de Madame Dada était fier. Bien. Écris ce qui fait mal. Ça te guérira, toi et tes lecteurs. Zuri quitta le restaurant plus légère. L'email de Brian toujours non lu dans sa boîte de réception. Elle ne répondrait pas. Pas encore. Aya ne gaspillerait pas de mots pour un traître. Et elle non plus. 2 semaines plus tard, Zuri était assise dans une salle de conférence élégante sur l'île Victoria, les paumes moites malgré la climatisation. En face d'elle se trouvaient des cadres de Streamverse, une plateforme de streaming mondiale. Leur costume sur mesure contrastait vivement avec sa robe en pagne et son sourire nerveux. Son agente, une femme vive nommée Kemi, avait organisé la réunion après que Streamverse eut exprimé son intérêt pour feu sous le clair de lune . Maintenant, il proposait d'acheter les droits de sa trilogie entière pour une série télévisée. La directrice, une femme nommée Madame Okoro, se pencha en avant, ses lunettes brillant. Zuri, vos livres ont une magie rare. Vif, émotionnel, universel. Nous voyons l'histoire d'Aya comme un phénomène mondial. Pensez Game of Thrones rencontre Black Panther . Êtes-vous prête à voir votre monde à l'écran? Le cœur de Zuri s'emballa. Oui. Je veux dire, c'est surréaliste. J'ai écrit ça sur des serviettes en papier dans un restaurant. Maintenant, vous parlez de décors et de costumes. Madame Okoro rit. Chaleureusement mais professionnellement. Serviette ou pas, vous avez construit un univers. Nous voulons que vous soyez impliqués, en consultant sur les scénarios, en veillant à ce que la voix d'Aya reste fidèle. Qu'en dites-vous? Zuri jeta un coup d'œil à Kemi, qui hocha la tête de manière encourageante. Je dis oui. Dit Zuri, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. Mais Aya n'est plus seulement la mienne. Mes fans, ce sont eux qui l'ont fait vivre. Je veux que cela leur rende hommage. Le sourire de Madame Okoro s'élargit. C'est exactement pourquoi nous vous voulons.
Faisons en sorte que cela se produise. L'accord fut signé ce jour-là. 7 chiffres, avec Zuri comme consultante créative. Elle quitta la réunion étourdie, le trafic de Lagos un flot à l'extérieur de la fenêtre de son taxi. Ce soir-là, elle visita le plateau de Streamverse, un immense terrain où des charpentiers construisaient le village d'Aya. La vue de ces mots prenant forme, des huttes en bois, des bannières étoilées, une réplique du bâton d'Aya, lui mit les larmes aux yeux. Toké la rejoignit sur le plateau, la mâchoire tombante. Zuri, c'est de la folie. C'est la maison d'Aya. Tu rends Hollywood jaloux. Zuri rit en s'essuyant les yeux. Je n'arrête pas de me pincer. Et si ce n'est pas assez bon? Toké lui prit les épaules. Pas assez bon? Meuf, tu donnes aux gens comme nous, les rêveurs, les outsiders, un héros. C'est plus grand que toi maintenant. Plus tard, Zuri appela Madame Dada, la voix tremblante d'excitation. Ils construisent le monde d'Aya. Je l'ai vu aujourd'hui. C'est réel. La voix de Madame Dada était chaleureuse. Ça a toujours été réel, Zuri. Tu lui as juste donné forme. Maintenant, comment va le 3e livre? Tu ne ralentis pas, n'est-ce pas? Zuri sourit, sa détermination ferme. Pas question. Aya a un dernier combat à mener, et moi aussi. En raccrochant, Zuri se tenait sur le plateau, l'air frais de la nuit contre sa peau. Elle n'était plus seulement une écrivaine, elle était une créatrice, façonnant des mondes auxquels les autres croyaient. L'email de Brian semblait un écho lointain, sans importance face à sa réalité. La tournée nationale de Zuri commença dans un tourbillon d'adrénaline et d'encre. Sa première étape était une librairie de Lagos, ses étagères remplies de astérisque feu sous le clair de lune astérisque et de astérisque l'ascension du feu stellaire astérisque. La file d'attente s'étendait autour du pâté de maison, des fans en costumes inspirés d'Aya, des capes étoilées, des bâtons lumineux, scandant son nom. Zuri se tenait derrière une table de dédicaces, les mains douloureuses mais le cœur plein, griffonnant des dédicaces jusqu'à minuit. À Abuja, la foule était encore plus grande, une mer de visages qui reflétait le sien. Jeune, plein d'espoir, rebelle. Une adolescente s'approcha, serrant astérisque l'ascension du feu stellaire astérisque, les yeux écarquillés. Aya est comme moi, dit-elle, la voix timide. Elle a peur mais elle continue d'avancer. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Zuri fit une pause, son stylo en suspens. Tout le temps, admit-elle. J'ai écrit Aya parce que j'avais peur, moi aussi. Elle m'a appris à continuer. Tu le peux aussi. La fille rayonna, serrant son livre dédicacé comme un trésor. La poitrine de Zuri se gonfla, ces mots n'étaient pas seulement des histoires, ils étaient des bouées de sauvetage. À Port Harcourt, elle rencontra Femi, le camionneur du restaurant, qui avait conduit des heures pour la voir. Ma nièce est là, dit-il en désignant une fille en costume d'Aya. Elle veut devenir écrivaine à cause de vous. Zuri serra la fille dans ses bras, les yeux humides. Écris ta vérité. Lui dit-elle. C'est là que se trouve la magie. Entre les dédicaces, Zuri vérifiait Twitter, où #ZuriOnTour était en tendance quotidiennement. Les fans postaient des photos, des vidéos, même des poèmes sur Aya. Mais une nouvelle notification attira son attention, un article de tabloïd, partagé par un compte de potins, intitulé Astérisque, l'homme derrière le succès de Zuri Okoye, Astérisque. Son estomac se noua. Le nom de Brian était dans l'aperçu. Elle appela Toké, la voix tendue. Brian est dans un tabloïd. Il parle de moi. La réponse de Toké fut immédiate. Sera. Qu'est-ce qu'il dit? Zuri survola l'article, sa colère montant. Il prétend m'avoir inspiré. Il dit qu'il m'a poussé à écrire. Ce ne sont que des mensonges. La voix de Toké était féroce. Il est pathétique. Tu vas lui répondre? Zuri hésita, les mots de Madame Dada résonnant. Astérisque le silence est ton pouvoir astérisque, pas encore, dit-elle. J'ai une tournée à terminer. Il ne mérite pas mon temps. Mais alors qu'elle dédicaçait des livres à Enugu, les mensonges de Brian mijotaient dans son esprit. Il réécrivait son histoire, volait sa lumière. Elle ne savait pas encore comment le combattre. Pas encore. L'article du tabloïd se propagea comme une traînée de poudre, partagé sur Twitter et Instagram avec des hashtags moqueurs comme #BrianLamuse.
Zuri essaya de l'ignorer, se concentrant sur sa tournée, mais les mensonges la piquaient. Brian avait accordé une interview à un média douteux de Lagos, se présentant comme le héros méconnu de son succès. « J'ai toujours cru en Zuri », avait-il dit. « Je l'ai mise au défi d'être meilleure. Sans moi, elle n'aurait peut-être pas fini ce premier livre. » Zuri était à Ibadan, dédicaçant des livres dans un centre commercial bondé, quand une journaliste s'approcha, son micro tendu en avant. « Zuri, un commentaire sur les affirmations de Brian ? Il dit qu'il était votre plus grand soutien. » La foule se tut, les yeux sur Zuri. Elle prit une profonde inspiration, sa voix calme mais vive. « Mes plus grands soutiens sont mes fans, mon ami Toke, et mon mentor Madame Dada. Ils ont cru en moi quand je doutais de moi-même. C'est tout ce que je dirais. » La foule éclata en acclamations, noyant la journaliste. Le cœur de Zuri battait la chamade, elle avait gardé sa dignité, mais les mensonges de Brian étaient une blessure qu'elle ne pouvait ignorer. Ce soir-là, elle retrouva Toke dans un bar d'hôtel, le chaos de la tournée enfin calmé. Toke lui fit glisser un cocktail, ses yeux brillants. Brian est là à mentir comme un tapis bon marché. T'es sûr que tu ne veux pas le démolir en ligne? Zuri sirota sa boisson, la mâchoire serrée. Je veux, mais Madame Dada a raison. Mon travail parle plus fort que son bruit. Je ne vais pas lui donner la scène. Toke se pencha en avant, sa voix basse. Tu es une meilleure personne que moi. Je l'aurais déjà grillé. Mais tu déchires, Zuri. Chaque livre que tu signes, chaque fan que tu serres dans tes bras, c'est ta riposte. Zuri sourit, mais le poids persistait. Elle ouvrit son carnet, esquissant Aya face à un menteur qui avait volé son nom. L'histoire n'était pas terminée, et le combat de Zuri non plus. Brian pouvait parler, mais elle écrirait la vérité. Plus fort, plus brillant, pour toujours. La nuit de Lagos était épaisse d'humidité, celle qui collait à la peau de Zuri alors qu'elle était assise sur le balcon de Toke, son téléphone posé sur un support improvisé de livres. La lueur de son écran illuminait son visage, ses tresses tirées en arrière, ses yeux féroces de détermination. L'interview de Brian dans le tabloïd, affirmant qu'il était la muse derrière Astérisque Feu sous le clair de lune Astérisque, avait mijoté pendant des jours, ses mensonges se propageant comme de la moisissure sur les réseaux sociaux. Zuri était restée silencieuse, comme Madame Dada l'avait conseillé, mais le poids de sa tromperie exigeait une réponse. Ce soir, elle allait faire un direct sur Instagram, non pas pour la vengeance, mais pour la vérité. Toke planait derrière elle, ajustant les guirlandes lumineuses pour un meilleur éclairage. T'es sûr de ça, Zuri? Une fois que tu es en direct, on ne peut plus revenir en arrière. Zuri hocha la tête, la mâchoire serrée. Je ne vais pas le démolir. Je raconte mon histoire. Les gens ont besoin de savoir ce qu'il a fallu pour en arriver là. Toke sourit, son énergie électrique. C'est ma fille. Donne-leur des frissons, pas de l'ombre. Zuri appuya sur le bouton en live, et son écran se remplit de cœurs et d'émojis alors que des milliers de personnes se joignaient. Salut tout le monde, commença-t-elle, sa voix stable malgré les papillons dans son estomac. J'ai vu les trucs des tabloïds, les mensonges sur qui m'a faite. Je suis ici pour rétablir la vérité, non pas pour me battre, mais pour inspirer tous ceux qui ont été mis en doute. Elle brandit son vieux journal, ses pages usées et son encre tachée. C'est ici que Astérisque Feu sous le clair de lune Astérisque a commencé. Pas avec une muse, mais avec de la douleur. Quelqu'un en qui j'avais confiance m'a dit que je n'étais rien, que mes rêves étaient une blague. Il a déché. Avec un... Il décida de consacrer un épisode à l'ascension de Swift Freight, le présentant comme une étude de cas mais exposant subtilement la vraie histoire derrière le scandale. Dans un studio confortable à Surulere, Shuka était assis devant un microphone, sa voix chaleureuse mais autoritaire. Aujourd'hui, nous plongeons dans Swift Freight, un géant de la logistique qui fait des vagues, et la une, commença-t-il. La plupart d'entre vous connaissent Derek Okwa comme le visage, mais parlons du cerveau, Selena Adebayo. Il exposa l'histoire avec précision, attribuant à Selena sa brillante stratégie et à Madame Ajayi son investissement. Selena est l'architecte depuis le premier jour, dit-il. Chaque actif, chaque hub, a été sécurisé en son nom pour protéger la vision. Quand d'autres sont devenus cupides, détournant des fonds, faisant de fausses promesses, elle a demandé un audit. C'est ça,
le leadership. Shuka ne nomma pas Mimi directement mais fit allusion à des embauches trop zélées, qui avaient confondu les bonus avec la propriété. L'épisode fut mis en ligne ce soir-là, et devint viral sur X en quelques heures. Les auditeurs louèrent le sens des affaires de Selena, avec des commentaires comme « C'est une légende » et « Derek a gâché une reine ». Au bureau, Selena écoutait le podcast dans son bureau, un rare sourire perçant. Shuka lui envoya un texto. « J'espère que je t'ai rendu justice. » Elle répondit « Tu as dit la vérité. » C'est suffisant. L'épisode marqua un tournant, modifiant la perception du public et cimentant l'héritage de Selena. Le monde écoutait, et son histoire résonnait. Le triomphe de Selena atteignit son apogée lors du gala annuel des femmes d'affaires, un événement fastueux à l'hôtel Echo et Suite. Elle avait été nominée pour l'entrepreneur de l'année, et le scandale X n'avait fait qu'amplifier son profil. La salle de bal était une mer de paillettes et de costumes, l'élite de Lagos se mêlant sous les lustres. Selena arriva dans une robe argentée fluide, sa présence imposante alors qu'elle saluait ses pairs et les journalistes. Sur scène, l'hôte la présenta, Selena Adebayo, le cerveau derrière Swift Freight, qui a redéfini le leadership avec stratégie et grâce. La foule éclata alors qu'elle acceptait le prix, son discours concis mais puissant. « Ce n'est pas seulement mon histoire. » dit Selena, sa voix claire. « C'est l'histoire de chaque femme qui construit, planifie et persévère. Swift Freight est la preuve que la vision, et non le volume, gagne. » Elle fit une pause, ses yeux balayant la pièce. « Et à ceux qui nous sous-estiment, ne le faites pas. Nous avons toujours 3 coups d'avance. » Les applaudissements furent tonitruants, et X illumina de clips de son discours. Selena vient de donner une leçon magistrale. Un poste lisait. Elle domine le jeu. Déclara un autre. En coulisses, Madame Agei la serra dans ses bras, lui murmurant « Je suis fier de toi, ma fille. » Shuka, dans le public, leva un verre, son sourire large. L'histoire de Selena était devenue virale, non seulement comme un potin mais comme une inspiration. Elle a transformé la trahison en un plan, et le monde entier la regardait, captivé par chacun de ses mouvements. Le gala était son couronnement, mais pour Selena, ce n'était que le début. Le monde de Mimi s'était effondré. Le post viral sur X qui dénonçait sa fausse revendication du duplex de Lekki, l'avis d'expulsion de Selena et le podcast de Shuka qui révélait ses excès l'avaient transformé en paria. Désespérée de reprendre le contrôle de son récit, Mimi se tourna vers X pour une vidéo en direct, espérant faire basculer l'histoire en sa faveur. Ce fut une erreur de calcul catastrophique. Dans son appartement sommairement meublé, ses affaires hâtivement déménagées du duplex. Mimi était assise devant son téléphone, son maquillage impeccable mais les yeux cernés de rouge. Le direct commença par un sourire forcé. « Salut la famille, dit-elle, sa voix tremblante. Il y a eu beaucoup de bruit autour de moi, de Swift Freight et de cette maison. Mettons les choses au clair. » Elle se lança dans une défense décousue, affirmant qu'elle avait été induite en erreur à propos du duplex et que Selena avait orchestré une campagne de diffamation par jalousie. « J'ai fait de Swift Freight un nom connu de tous, insista-t-elle, sa voix montant. Derek a cru en moi, mais Selena ? Elle est manipulatrice, mesquine, et menacée par mon succès. La section des commentaires explosa, mais pas en sa faveur. Ma fille, tu as menti à propos de la maison, écrivit un utilisateur. Selena possède tout. Assieds-toi, ajouta un autre. Le sang-froid de Mimi se brisa en lisant les commentaires, sa voix tremblante. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Derek m'a promis cette maison. Je l'ai méritée. Une notification apparut, un commentaire d'un compte tagué comme Shuka. Les reçus ne mentent pas, Mimi. Les audits sont publics maintenant. Vérifie les chiffres. Les yeux de Mimi s'écarquillèrent, son souffle se coupant. C'est un coup monté. Cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Vous êtes tous contre moi. Elle mit fin à la diffusion brusquement, mais le mal était fait. Des extraits de sa crise se répandirent sur X, devenant viraux avec des hashtags comme #MimiMeltdown et #SelenaWins. Chez Swift Freight, Selena regardait la vidéo dans son bureau, son expression neutre mais son cœur battant la chamade. Elle n'avait pas orchestré la fuite, mais l'effondrement de Mimi était une justice poétique. Shuka frappa à sa porte, son sourire large. « Tu as vu ce live ?» demanda-t-il,
s'appuyant contre l'encadrement. Elle creuse sa propre tombe. Selena hocha la tête, fermant son ordinateur portable. Elle est désespérée, Shuka. Les gens désespérés font des erreurs. Garde un œil sur ses publications. Je veux savoir si elle tente autre chose. Shuka haussa un sourcil. Tu penses qu'il lui reste du cran? Le sourire de Selena était faible mais d'acier. Pas assez pour que ça compte. Elle fait du bruit, mais je fais plus de bruit là où ça compte. Le bureau bourdonnait de chuchotements, mais Selena était déjà concentrée sur son prochain coup. L'effondrement de Mimi fut un spectacle, mais la véritable victoire résidait dans le silence de la force de son empire. Derek Okwa était un homme brisé. L'audit avait révélé sa mauvaise gestion financière, le scandale X avait terni sa réputation, et son avocat avait confirmé le contrôle inébranlable de Selena sur les actifs de Swift Freight. Avec l'effondrement public de Mimi ajoutant de l'huile sur le feu, il faisait face à une dure réalité. Il avait tout perdu. Dans un dernier effort, il implora le pardon de Selena, espérant sauver leurs liens personnels et professionnels. Il arriva à leur maison commune d'Okwa, une villa moderne qu'ils avaient autrefois rêvé de remplir de souvenirs. Selena était dans le salon, examinant des documents pour sa nouvelle entreprise. Elle leva les yeux en voyant Derek entrer, son costume froissé et ses yeux creux. « Selena, commença-t-il, sa voix rauque. Nous devons parler. S'il te plaît. » Elle posa son stylo, son expression réservée. « Qu'y a-t-il à dire, Derek ? L'audit est terminé. La vérité est connue. Tu as fait tes choix. » Il s'affaissa sur le canapé. Ses mains jointes. J'ai fait une bêtise, d'accord? Je me suis laissé emporter. Mimi, les projecteurs, les contrats. Je pensais que je construisais notre rêve, mais je t'ai perdu de vue. Le rire de Selena était doux. Amer. Notre rêve? Derek, j'ai construit Swift Freight pendant que tu courais après les gros titres réels. Tu lui as promis une maison qui ne t'appartenait pas, tu as détourné des fonds, menti sur des voyages. Ce n'est pas un rêve. C'est une trahison. Il tressaillit, sa voix se brisant. Je suis désolé, Selena. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. On ne peut pas arranger ça? Recommencer. Je me mettrai en retrait, tu dirigeras. Juste ne nous quitte pas, Selena se leva, ses yeux froids mais fixes. Tu nous as quittés quand tu l'as choisi elle plutôt que notre partenariat. Swift Freight est à moi. Légal, moral. Tu as de la chance que je n'ai pas porté plainte pour les fonds que tu as détournés. Derek baissa la tête, des larmes lui montèrent aux yeux. Je ne sais pas qui je suis sans toi. Sans cette entreprise. La voix de Selena s'adoucit, mais sa résolution tenait bon. Alors découvre, Derek. Tu n'es plus ma responsabilité. Laisse les clés du bureau et de la maison. C'est fini. Il se leva, les épaules affaissées, et posa les clés sur la table. Tu es incroyable, Selena. Je ne te méritais pas, il partit, la porte se refermant avec un bruit sourd. Selena expira, le cœur lourd mais sa voix claire. La supplique de Derek fut son dernier acte, mais son histoire était loin d'être terminée. Avec Derek absent et Mimi mise de côté, Selena se concentra sur l'avenir. Elle lança Adebayo Ascendant, une nouvelle firme de logistique et de conseil, bâtie sur le succès de Swift Freight mais libre de son bagage. Le bureau, un espace élégant à Lekki, était un centre d'énergie, avec une équipe petite mais dévouée, dont beaucoup étaient de jeunes femmes qu'elle avait personnellement recrutées. La mission de Selena était claire. Donner du pouvoir à la prochaine génération. Elle lança un programme de mentorat, organisant des ateliers hebdomadaires pour les femmes entrepreneurs en herbe. Le jour du lancement du programme, la salle de conférence était pleine de visages impatients, leurs carnets ouverts et leurs yeux brillants. Selena se tenait devant, son blazer sur mesure exsudant l'autorité. « Vous n'avez pas besoin de permission pour construire, dit-elle, sa voix résonnante. Vous avez besoin d'un plan, de cran et du courage de protéger ce qui est à vous. J'ai appris ça à la dure, et je suis là pour vous aider à éviter mes erreurs. » Une jeune femme, Temi, leva la main. Madame Adebayo, le blog dit que vous avez déjoué tout le monde chez Swift Freight. Comment restez-vous aussi stratégique? Selena sourit, ses yeux brillants. En voyant le tableau, pas seulement les pièces.
Chaque mouvement, chaque contrat, chaque conversation, est un pas vers votre objectif. Et ne laissez jamais personne vous faire douter de votre valeur. La salle éclata en applaudissements. Après la session, Temi s'approcha de Selena, sa voix timide. Votre histoire est inspirante, madame. Je veux être comme vous, inarrêtable. Selena posa une main sur son épaule. Tu le es déjà, Temi. Continue juste d'apprendre, de planifier. Je te soutiens. Ce soir-là, Selena rencontra Madame Agei pour le dîner dans un restaurant tranquille. Sur des assiettes de riz jollof, sa marraine leva un verre. Au nouveau départ, ma chère. Tu as transformé la douleur en pouvoir. Selena fit teinter son verre, son sourire sincère. Grâce à vous, tante. Vous m'avez appris à construire des châteaux, pas des cages. Les yeux de Madame Agei pétillèrent. Et tu as bâti un empire. Et après? Selena s'adossa, sa voix ferme. La croissance. Le mentorat. L'héritage. Je ne fais que commencer. La soirée se termina par des rires, mais l'esprit de Selena était déjà tourné vers sa prochaine entreprise. Adebayo ascendant était son phénix, et elle était prête à s'envoler. Des mois plus tard, Mimi n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle avait quitté Swift Freight, sa réputation en lambeaux, et s'était installée dans un modeste appartement à Surulré. Ses abonnés sur X avaient diminué, et ses contrats d'influenceuse s'étaient taris. Un soir, ayant besoin de clore ce chapitre, elle se rendit au duplex de Lekki, l'endroit qu'elle avait autrefois appelé sien. Le duplex brillait sous les réverbères, sa façade de marbre aussi superbe que jamais. Mimi se gara de l'autre côté de la rue, le cœur serré en voyant le portail. Un nouveau panneau indiquait « Propriété d'Adebayo ascendant ». En dessous, en lettres capitales, Selena Adebayo, PDG. Mimi eut le souffle coupé, les souvenirs de sa pendaison de crémaillère lui revenant en mémoire, ses rires, ses vantardises, son triomphe. Tout cela n'avait été qu'un mensonge, bâti sur les promesses creuses de Derek et sa propre arrogance. Elle sortit de sa voiture, ses talons claquant doucement, et s'approcha du portail. Un garde de sécurité la regarda avec méfiance. « Madame, c'est une propriété privée, dit-il d'un ton ferme. Mimi força un sourire, sa voix faible. « Je sais. J'habitais ici avant. Je voulais juste le voir une dernière fois. » Le garde s'adoucit mais secoua la tête. « Désolé, madame. C'est mademoiselle Adebayo maintenant. Elle le loue à un nouveau locataire. » Mimi hocha la tête, ses yeux piquants. Oui. Elle a toujours eu un coup d'avance. Elle se détourna, les épaules voûtées, et retourna à sa voiture. Tandis qu'elle s'éloignait, le duplex s'estompa dans son rétroviseur, un symbole de son arrogance et de la victoire de Selena. De l'autre côté de la ville, Selena était assise dans son nouveau bureau, examinant les plans d'expansion. Son téléphone vibra, une alerte de sécurité du duplex, notant un visiteur. Elle vérifia les images, reconnaissant la silhouette de Mimi à la porte. L'expression de Selena s'adoucit brièvement, mais elle ferma l'application. L'histoire de Mimi était terminée. La sienne ne faisait que commencer. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à généreusement appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour la prochaine histoire.